Le Lot-et-Garonne, terroir généreux empreint d'authenticité, constitue un territoire riche de 319 communes au sein desquelles il fait bon vivre. Dans ce département au cœur de l'Aquitaine, la population des 5 pays qui le composent trouve un confort de vie grâce à un climat agréable, d'une nature et de paysages chargés d'histoire et de diversité. Une qualité de vie renforcée par des infrastructures routières, des prix de l'immobilier accessibles ainsi qu'un coût de la vie plus faible que dans les autres grandes métropoles. Un territoire, aujourd'hui, comme celui du Marmandais, il a beaucoup d'atouts. On ne va pas les reciter. Il a sa situation spatiale, proche de Bordeaux. Ce n'est pas un inconvénient, c'est un formidable atout. Il a des voies de communication importantes, les routes, le train, un aérodrome. Il a des compétences sur le territoire et qui sont justement équilibrées en fonction des secteurs d'activité. Qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque peut-être une mise en orchestration des acteurs qui s'occupent, et là je parle de ma partie, du développement économique. Ce territoire gourmand et généreux se heurte aujourd'hui à une problématique économique, son incapacité à fournir un emploi à chacun. Même s'il demeure majoritairement saisonnier, les besoins de recrutement restent en hausse. Un constat inquiétant pour ce département français classé 86e en termes de revenus par foyer, avec un taux de chômage plus important qu'ailleurs. Autant avouer que le Lot-et-Garonne est le parent pauvre de l'Aquitaine. L'aspect structurel du département explique en partie ce classement, principalement lié aux nombreux retraités à faible revenu. Paradoxalement, le territoire attire aussi les seniors des grandes métropoles françaises, dont le pouvoir d'achat reste supérieur à la moyenne départementale, offrant de ce fait une réelle valeur ajoutée pour le dynamisme de la silver economy. En observant l'agglomération marmandaise, on constate une représentation massive d'ouvriers, 21,1%, par rapport au département de Lot-et-Garonne, plus 4,3 points. Les cadres, eux, représentent seulement 8,5% de la population de Val-de-Garonne agglomération, un indicateur qui peut être interprété comme alarmant. Il apparaît également que le vieillissement de la population est accentué par le départ des jeunes de 15 à 29 ans, auquel s'ajoute un déficit d'attractivité pour les jeunes ménages, tranche 30-44 ans. Pour chaque zone industrielle, l'analyse de l'évolution des fonctions d'innovation nous montre quant à elle qu'au cours des 10 dernières années, ces fonctions n'ont quasiment pas évolué en termes du nombre d'emplois sur le territoire. L'aspect conjoncturel du territoire et du département subissent également la crise économique actuelle. Alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter de cette situation économique quand on sait que la qualité de vie fait l'unanimité ? Au cours de nos entretiens, nous avons perçu une réelle prise de conscience, une volonté de franchir une nouvelle étape pour sortir de ce que l'on pourrait qualifier d'impasse économique. En interrogeant les différents acteurs, il émerge une véritable prise de conscience renforcée par l'envie d'aller de l'avant vers une nouvelle étape pour sortir de cette impasse économique. On restera toujours sur l'idée que tout vient d'en haut. Et moi, par conviction, profession et formation, je pense que le bottom-up, c'est la meilleure chose. Ça part du bas, à condition qu'on ait la capacité d'ingénierie, de montage, que les gens se parlent, que les collectivités d'agglomération qui ont la compétence économique viennent voir les entreprises, que la chambre de commerce en fasse autant, etc. Les agglos ont la compétence économique. Bon, la compétence économique, c'est pas simplement un droit de tirage sur les malheureux qui sont en place et qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure en démarrant, ont des revenus quand même limités, en moyenne. Donc, c'est pas simplement ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait, comment on recrée du business, comment on recrée de l'investissement productif. L'investissement, c'est l'emploi de demain et la paix sociale d'après-demain. C'est pas de Mariotti, je crois que c'est d'Adenauer. Voilà, c'est tout ça. Et les collectivités locales, elles sont comme tout le monde, elles ont des besoins importants en investissement et sont quand même bloquées au niveau des impositions. Enfin, moi, je crois que c'est tout un jeu nouveau qu'il faut revoir au niveau territorial, au niveau de l'aménagement du territoire. On ne peut plus faire comme avant. Ce qui est important à mesurer, c'est que ce sont les territoires, et c'est en cela que c'est paradoxal, c'est qu'à l'heure de la mondialisation et de la globalisation, ce sont des petits territoires qui sont maîtres de leur destin économique. Et
c'est à la lumière de cette nouvelle information que nous devons nous réagir. Est-ce que la logistique est importante sur un territoire? On va dire, bah oui, il faut de la logistique, parce que j'ai des camions qui arrivent, j'ai des camions qui sortent, et il me faut des routes. Si les routes ne sont pas en bon état et pas assez larges, on a tendance de dire, pour se retrancher derrière ces échecs, parce qu'il s'agit quand même de ça, c'est la faute des routes. Derrière, on dit, ouais, bon, le territoire, il n'y a pas d'attrait, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de restauration, etc. S'il y a plus de restaurants, ça marcherait beaucoup mieux. Et comme il n'y en a pas, ça ne marchait pas. Je suis en train de dire que pour qu'une économie fonctionne, il faut que toute la société fonctionne. Parce que l'économie, ce n'est pas que de l'économie. L'économie, c'est notre vie de tous les jours, à tous les niveaux. C'est la culture, c'est le sport, c'est le tourisme, et c'est ça qui fait l'économie. Pour que ça fonctionne, il faut que tous ces instruments, puisqu'il s'agit là d'un orchestre économique, que tous ces instruments soient mis à l'unisson et qui jouent vraiment en parfaite harmonie. On a un problème pour moi, de vision de nos politiques. On n'arrive pas à donner une dynamique et à positionner le Lot-et-Garonne comme département pilote sur quelque chose. Le problème, c'est qu'on a l'impression que chaque structure va aller faire ce pour quoi il est payé sans avoir à un moment donné une vision globale. Ça suppose un vrai dialogue. Est-ce que c'est incompatible avec la politique ? L'attractivité de Lot-et-Garonne pour sa qualité de vie se heurte toutefois à un déficit d'image auprès du bassin d'emploi régional. Déjà, je dis que j'aime beaucoup la région où je suis. Alors, pour moi, c'est pas un frein. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de recrutement. Des techniciens ou ouvriers spécialisés, c'est difficile à trouver, quoi. Ça, c'est un frein. Depuis un an ou deux, on a bien, dans notre entreprise, les choses ont bien progressé. Peut-être le fait aussi que l'entreprise est plus reconnue. On attire davantage les gens, quoi. Mais j'entends quand même que c'est le problème de beaucoup d'entreprises de trouver du personnel spécialisé. Clairement, le Marmandais souffre d'un déficit d'image pour les personnes ayant des compétences techniques élevées. J'ai eu énormément de mal à recruter des informaticiens il y a quelques années, parce que hors Bordeaux et Toulouse, Pointe-Salut, ils voulaient bien venir travailler quelques semaines ou quelques mois à Marmande, mais malgré un CDI, malgré un salaire tout à fait convenable, non, je veux rester à Bordeaux, je veux travailler à Bordeaux. Donc périodiquement, je me pose la question de déménager les services techniques de Prévis Météo à Bordeaux pour ces raisons-là. C'est pas forcément compliqué d'aller chercher une compétence et de l'attirer à Marmande. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'attirer sa famille. Voilà. Parce que, alors soit on est sur des très hauts salaires, mais il n'y en a quand même pas 40 dans l'entreprise, auquel cas la famille peut venir parce que le salaire du chef de famille est suffisant, que ce soit un homme ou une femme. Mais quand ce n'est pas le cas, quand c'est sur des salaires même corrects, où les deux, il y a besoin de deux salaires, c'est compliqué. Et cela d'autant plus avec la crise. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'ai vu des gens venir du Nord, famille entière, vendre et puis racheter ici, et les deux ont retrouvé du boulot. Maintenant, avec la crise, les gens qui ont, l'homme ou la femme qui a un travail là-haut, souvent restent, enfin là-haut ou là-bas, restent là-haut ou là-bas. Donc on a des gens qui, le week-end, font la moitié traversent la moitié du territoire pour retrouver leur compagnon ou leur compagne. Donc ça, c'est une vraie problématique. On a l'impression que acheter local, c'est pas bien.
Acheter local, c'est se faire entuber, excusez-moi l'expression, mais c'est forcément plus cher qu'ailleurs, c'est forcément moins bien, voilà. Et que ce soit dans mon métier ou dans tous les métiers, je pense que tous les chefs d'entreprise sur Marmande pourront dire la même chose. C'est vrai que c'est un des gros problèmes du département, qui est très simple, c'est qu'il y a une espèce de connotation négative dans ce qui est lot-et-garonnais. Il y a une espèce de connotation négative dans la proximité. On dit, bon, s'ils sont là, les pauvres, c'est qu'ils n'ont pas pu faire autre chose, vous comme moi. Donc ils sont comme la chef de M. Seguin, mais ils ne sont pas forcément bons. Alors que c'est pas vrai, que c'est bien sûr totalement faux. On est dans un département de producteurs. On n'a jamais été dans un département de communicants. Le Lot-et-Garonne bénéficie de multiples atouts touristiques, offrant un bel essor dans la filière professionnelle du tourisme territorial depuis une vingtaine d'années. Ici encore, les mêmes difficultés apparaissent. Le patrimoine architectural illustre bien la renommée du tourisme vert d'un département riche de bastides médiévales, de châteaux et de villages de caractère. Castillonnès, Montflanquin, Villeréal, Bonaguil, Duras ou encore la cité de Pujol portent haut et fort les couleurs du Lot-et-Garonne. Attrait majeur non négligeable, les 200 km de voies navigables révèlent aux plaisanciers un large panel de traversées entre le canal latéral à la Garonne, le Lot et la Baïse. Un voyage qui allie nature et loisirs grâce notamment au parc d'attractions Walibi qui, avec près de 300 000 visiteurs par an, est devenu le premier parc de loisirs du Sud-Ouest. Côte à côte, ces ressources valorisent la qualité attractive de ce département, emprunté par de nombreux vacanciers sur l'axe Bordeaux-Toulouse. Un bénéfice qui pourtant ne génère que 3% de l'emploi salarié, contre 5% en moyenne pour l'Aquitaine. Si on regarde l'histoire du tourisme en Lot-et-Garonne, c'est une histoire récente. Je veux dire, le tourisme, c'est une idée neuve en Lot-et-Garonne. Il y a 25 ans, il n'y avait quasiment pas de tourisme. C'était une activité qui représentait à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 320 millions. Le gros de notre clientèle est d'abord une clientèle française, au niveau du Lot-et-Garonne. Notre clientèle est à 80% française et 20% clientèle étrangère. Alors, les régions émettrices pour le département du Lot-et-Garonne, c'est essentiellement l'Île-de-France, mais ensuite, c'est vraiment la clientèle de proximité. C'est l'Aquitaine, Poitou-Charentes, Bretagne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le Lot-et-Garonne est de plus en plus une décision de court séjour. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la notoriété. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'une destination existe dans l'imaginaire des gens. Et dans bon, mais ça, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas se payer cette notoriété. Nous, le département, on n'a pas les moyens suffisants pour se lancer des campagnes de communication sur le plan européen. Bon. Ce dont souffre le Lot-et-Garonne, et ça, c'est une idée que beaucoup de gens partagent, c'est un problème d'identité. Et le Lot-et-Garonne est inséré dans un territoire plus vaste où il y a de fortes identités, que ce soit les Landes, ou le Pays Basque évidemment, que ce soit même le Périgord, que ce soit le Gers, il y a une image. Et cette identité, elle ne se décrète pas, elle se construit. Le Lot-et-Garonne est une terre de brassage, de mixité, que ce soit par l'arrivée des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Africains. Voilà. C'est très, très complexe de développer une gamme touristique cohérente, reposant sur une identité qui est encore mal définie. Alors, c'est un peu le travers des collectivités territoriales, qui, dès qu'elles prennent une compétence, veulent créer leur nom, leur logo, donc ça fait une cacophonie terrible, avec des moyens qui font que personne ne connaît. Enfin, je ne parle pas d'une clientèle touristique, bien évidemment, localement c'est important. Pour la population qui vit. Mais pour une clientèle touristique qui est à Paris, qui est à Londres, qui est à Bruxelles, qui est à Amsterdam, ça ne veut rien dire. Nous avons des sites d'intérêt majeur, mais nous n'avons pas encore réussi à lier tous ces points entre eux et à mettre en place les conditions de l'accueil, de l'hébergement de nos touristes. Si on n'a pas de lit, très clairement, on n'aura pas de touristes. On aura des gens qui passeront, mais qui ne pourront pas rester, parce qu'il n'y a pas de lit. Et donc, on a continué à faire des efforts importants sur les infrastructures, de manière à pouvoir permettre aux touristes qui viennent de pouvoir rester pendant plusieurs jours. Donc, c'est ça qui est en train de se jouer. Ce qu'on est en train de faire avec Walibi, donc d'avoir à côté de Walibi, qui est en fait là
plus de 300 000 visiteurs an, donc c'est énorme, mais sur une consommation journalière. Les gens viennent le matin, repartent le soir. Donc on est en train de créer à côté un village où les gens vont pouvoir rester. Il faut quand même être honnête, pendant 15 ans, tout ce qui a été engagé sur le plan touristique a été flingué, a été systématiquement dézingué. Dézingué. Ça veut dire que personne n'y croyait. Personne n'y croyait à part quelques personnes. Je veux dire, ni les banquiers, ni la population. Il n'y avait pas... Donc ça veut dire que ça n'a pas été évident. Hein. Il a fallu quand même à un moment donné vraiment imposer certaines choses. L'Aquitaine est la 5e destination touristique en termes de fréquentation et le Lot-et-Garonne ne représente que 4% de ses lits marchands. Quand on sait que la France est le premier pays touristique au monde avec plus de 80 millions de visiteurs étrangers par an, le constat en Lot-et-Garonne est déconcertant. 400 000 visiteurs en 2014, dont 20% d'étrangers, soit seulement 0,1% de part de marché du national. Pourtant, en Aquitaine, ce sont chaque année près de 6,3 milliards d'euros dépensés par les touristes. Manne d'emplois potentiels importants, le tourisme incarne la carte de visite du département. Les marges de progression sont considérables, laissant la porte ouverte à une réflexion commune qui tiendrait compte des intervalles de manœuvres financières plus restreintes que dans les autres départements de l'Aquitaine. Une considération au sein de laquelle l'e-tourisme représente un levier économique incontournable. La grande révolution du tourisme, c'est quand même Internet qui a totalement modifié les rapports de commercialisation, alors que c'est vrai qu'il y a 20 ans ou 30 ans, le tourisme il était fait par des tour opérateurs qui éditaient des catalogues et les gens achetaient ce qu'il y avait dans le catalogue. Et puis c'est tout. Ils ne pouvaient pas comparer, ils n'avaient qu'une seule source d'information. Internet permet aussi aux producteurs de pouvoir se commercialiser sans intermédiaire sur le monde entier. Ça, bien évidemment, c'est une chance formidable. Mais après, faut-il être bien placé sur Internet ? Il faut être bien référencé, il faut avoir un site qui soit attractif, qui soit vendeur, donc ça veut dire qu'il faut avoir de belles photos, il faut des textes qui suscitent l'envie, le désir, parce qu'en fait les vacances, le tourisme, on vend du rêve. Hein, et d'ailleurs, avant de consommer sur place ces vacances, on achète des images. Et donc, je veux dire qu'il faut être là aussi, c'est vrai qu'Internet vous permet d'être plus performant en termes de commercialisation et en termes de visibilité, mais faut-il être bon aussi au niveau de la communication et la manière de présenter sa prestation sur Internet, parce que là aussi, je veux dire, l'internaute compare une offre sur Internet par rapport à une autre dans sa présentation. Loin de se limiter à un secteur d'activité spécifique, l'économie numérique prend en compte l'ensemble des métiers et des secteurs, s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication, les TIC, producteurs et utilisateurs. Certains secteurs apparus grâce au développement technologique ont su dépasser l'aspect de croissance productive afin d'optimiser l'utilisation de ces nouvelles technologies. Le commerce électronique ou les services en ligne, acteurs centraux de l'économie numérique, en sont un bel exemple. Aujourd'hui, le développement de l'économie passe forcément par le numérique. Et si les tuyaux ne sont pas suffisants pour certaines activités, ces activités partiront sur Bordeaux, sur Toulouse. Il est clair que pour un magasin, pour un artisan, une connexion telle qu'elle existe aujourd'hui est suffisante. Mais à partir du moment où on commence à vouloir développer une activité vraiment numérique sur un territoire, s'il n'y a pas les tuyaux qui vont avec, c'est illusoire. Pour ce qui est des tuyaux, c'est une réponse qui ne peut pas être locale. C'est une réponse qui est départementale, régionale, nationale. Voilà. Et donc, le travail aujourd'hui qui est fait concernant l'équipement est un travail réalisé au niveau départemental avec une concertation régionale et des financements nationaux majoritaires. Pourquoi ? Parce que nous sommes en zone rurale. Nous n'avons pas aujourd'hui de prestataires qui eux-mêmes vont investir directement dans cet outil. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pas rentable pour eux. 4 catégories d'acteurs se distinguent donc. Premièrement, les entreprises des secteurs producteurs de services des technologies de l'information et de la communication.
les STIC, au sens de l'OCDE ou de l'INSEE, dont les activités s'exercent dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et de l'électronique. Chiffre d'affaires mondial, 200 milliards d'euros. Deuxièmement, les entreprises dont l'existence est liée à l'émergence des TIC, services en ligne, jeux vidéo, e-commerce, médias, contenus en ligne. En 2010, le e-commerce B2C, Business to Customer, représentait un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros. Troisièmement, les entreprises qui utilisent les TIC dans leur activité et gagnent en productivité grâce à elles, banques, assurances, automobiles, aéronautique, distribution, administration et tourisme. Quatrièmement, les particuliers et les ménages qui utilisent les STIC dans leurs activités quotidiennes pour les loisirs, la culture, la santé, l'éducation, la banque, les réseaux sociaux. Actuellement, je suis en train de travailler sur un projet de cinématique de jeux vidéo. Voilà, donc le client m'a contacté en voyant des travaux que j'avais déjà réalisés. Et par rapport à ce style de travaux, il a voulu que je lui fasse son projet, quoi, que je travaille sur son projet. Cela représente combien de temps de travail? Oula, j'en ai pour 2 ans avec ce projet-là. Ouais. Puis j'étais censé aussi à ce moment-là partir en Chine pour développer mon activité. Donc voilà, ben en fait je l'ai développé ici. Le marché est extrêmement grand. Aujourd'hui on le traite de manière un peu comme les pure players en informatique et sur Internet, c'est-à-dire qu'on centralise tout et on essaye de faire en sorte de mettre en place des solutions qui nous évitent d'être présents géographiquement là où sont nos clients. On a des clients en Corée, je ne suis jamais allé en Corée. Peut-être un jour, mais de la même manière, la station météo qu'on vient de livrer pour Airbus Hélicoptère, je ne suis pas allé dans l'usine qui est en construction à Paris. Je leur envoie en fait par Internet les paramètres de la station. Je leur envoie un colis avec la station qui est à monter avec 2 boulons. Et c'est eux qui en font l'installation au final, et ce qui permet aussi de réduire le coût de livraison et d'installation du matériel. C'est quand même un métier d'avenir. Il y a beaucoup de potentiel, que ce soit en 3D, on en prend plein la tête tous les jours quand on regarde de la publicité, un film, une série, une affiche. Vraiment, il y a un débouché, quoi, pour peu qu'on soit bien formé. Sur le métier de la programmation informatique, si vous regardez sur le territoire, vous allez trouver des gens qui ont ces compétences-là. Il y a des structures qui ont ces compétences-là, etc. Après, en termes de main-d'œuvre, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de formation sur le territoire. C'est ça la vraie difficulté. Okay, et que les jeunes, il y a des jeunes sur le Lot-et-Garonne, je vous rassure tout de suite, qui veulent faire ces formations-là, qui accèdent à ces formations-là, d'accord? Et qui donc prennent ces compétences-là, mais qui s'en vont pour leurs études vers ces formations-là, vont trouver un tissu économique pour réaliser leurs projets qui rentrent dans le cadre de leurs études ailleurs que sur notre territoire, à proximité souvent de leurs écoles, etc. Et puis après prennent goût et s'installent sur une grande métropole. Le numérique, aujourd'hui, devrait intégrer beaucoup plus, mais on y vient. On y vient parce que, notamment là, lors des BTS, on demande à ce que les jeunes pratiquent le numérique au sein de l'entreprise. Donc on commence à y venir. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous, on est peut-être en retard. Mais encore une fois, c'est des diplômes avec des référentiels que nous, on est obligé de suivre. On a besoin absolument de ce type de formation si on veut demain aussi intéresser les jeunes pour qu'ils restent sur le territoire, qu'ils puissent se former sur le territoire, qu'on puisse leur offrir un avenir sur le territoire, et non pas ceux qui veulent se former ou ceux qui peuvent se former, qui s'en vont et qui ne reviennent pas ou qui reviennent beaucoup plus tard. Voilà. Ça, c'est une nécessité, me semble-t-il, pour notre territoire. Cela a pour conséquence de révolutionner une grande partie des modèles économiques des années 90. Et quand on constate ce qui est fait sur notre territoire pour s'adapter à ces changements inévitables, il y a lieu de s'inquiéter. Nos gouvernances parlent souvent des métiers du numérique comme étant ceux de demain. Force est de constater que ce sont déjà ceux d'aujourd'hui. La formation, socle de l'organisation de toute société, laisse indifférente l'éducation nationale, notamment celle au métier du numérique.
D'autres, par contre, essayent de prendre le train en marche, occasionnant des situations parfois cocasses, mais nécessaires, pour répondre à un marché florissant, totalement délaissé sur notre territoire, où aucune offre adaptée n'est proposée. La plupart des centres de formation, par exemple à Bordeaux, vous apprenez le métier avec des techniques moyenâgeuses. Donc les études de projet de design sur du papier canson, c'est terminé, quoi. Je veux dire, on ne fait plus ça depuis... Donc maintenant, vraiment, il faut travailler sur l'outil informatique. Je souhaiterais développer davantage la formation. Et puis pourquoi pas embaucher les gens que je forme pour justement développer le côté studio. Parce que pour le moment, je travaille seul. Et de ce fait, je peux pas, j'ai une marge de manœuvre assez réduite. Les écoles supérieures, quand elles s'installent quelque part, elles raisonnent en termes de bassin de recrutement et de sortie des élèves, sans vraiment de considération par rapport à l'aspect territorial des choses. Notre démarche ici, c'est pas que de construire une école. C'est d'essayer d'apporter, avec des partenaires, avec les entreprises, avec les spécialistes du numérique, une solution à un développement économique local. Donc l'école est modestement une brique de cette construction. Pour appréhender l'économie de notre territoire, il est nécessaire de comprendre, en premier lieu, quelles sont les femmes et les hommes qui la composent. 23% de la population non scolarisée de 15 ans et plus ne possède aucun diplôme. Plus de 25% de la population non scolarisée ne détient qu'un niveau 5, CAP ou BEP. 14,8% ne détient qu'un baccalauréat. 10,5% un BTS ou un DUT. Et seulement 6,6% de la population est diplômée de l'enseignement supérieur long, licence et plus. On fait partie des départements où la formation des personnes fait partie des plus faibles. Moi, choses claires là-dessus. Je pense qu'on ne peut s'en sortir qu'avec de l'éducation. Donc, je pense que nous avons besoin de formation, nous avons besoin d'organismes de formation, nous avons besoin d'offres de formation sur le territoire, de manière à pouvoir de permettre aux personnes de se qualifier et donc de mieux répondre à des besoins sur l'emploi de demain. Voilà. Nous nous sommes dit que si on voulait garder sur Marmande des potentiels de bac plus 2 et bac plus droit, encore fallait-il qu'on soit en capacité de les former. Parce que la plupart des lycéens marmandais, lorsqu'ils partent faire des études, ils vont à Agen, ils vont à Bordeaux, et quand ils sont partis à Agen ou à Bordeaux, ils sont perdus pour Marmande, ils ne reviennent plus parce qu'ils vivent autre chose ailleurs. L'outil Cité de la formation est un outil qui est remarquable. Je ne parle même pas des formations d'infirmières, des formations qui sont dispensées par l'ADES, parce que c'est pareil, on tire les jeunes vers le haut. Un dernier aspect sur lequel nous sommes aussi en réflexion, c'est tout ce qui est partenariat avec l'université pour pouvoir assurer sur le territoire une filière de formation, notamment dans le champ du travail social, qui permettent d'aller du niveau 5 au niveau 1. Aujourd'hui, donc, nous formons jusqu'au niveau 3. Les personnes qui souhaitent acquérir des diplômes de niveau 2 ou 1 doivent sortir du département. C'est pour nous un champ de réflexion de voir de quelle façon nous pourrions aussi assurer une filière de formation qui puisse permettre la complétude d'un parcours sur ce territoire. Une entreprise qui cherche à recruter des cadres sera un peu plus attractive si sur le territoire on a une offre de formation et d'enseignement supérieur importante, donc pour rassurer les familles, rassurer et donner des occasions pour ces jeunes qui arrivent avec leurs parents qui trouvent un emploi en Lot-et-Garonne, de trouver des solutions en termes de formation. La formation résulte des besoins du bassin d'emploi. Elle s'inscrit donc dans une logique de marché. Or, à ce jour, on constate l'absence de formation dans les domaines supposés prioritaires comme le numérique. Ce qui pourrait être une évidence pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Alors, à qui incombe la responsabilité de veille et de prospective des métiers d'aujourd'hui et de demain et par anticipation à l'organisation de la carte de la formation ?
Les organismes de formation peuvent adapter leur offre, peuvent adapter leur formation. La problématique après, c'est est-ce que le marché, puisqu'on est quand même, la formation aujourd'hui est dans le domaine d'un marché, est-ce que le marché des entreprises est suffisant ? Effectivement, dès qu'on ouvre une formation, nous, organismes de formation, on doit entre guillemets la rentabiliser. La vocation propre, c'est de répondre à une demande et d'effectuer une prestation suite à une demande. Est-ce que c'est le propre de centre de formation d'entrer, j'allais dire, au cœur de l'économie du territoire et d'identifier qu'est-ce qu'il faudrait? À mon avis, c'est plutôt les acteurs économiques locaux. Alors, je ne sais pas moi, les outils existent. Au sein de la CCI, il y a des commissions pour ça, notamment, qui sont des spécialistes de l'économie locale, avec des entrepreneurs et des trucs, qui vont identifier ce dont ils ont besoin et qui vont saisir les centres de formation pour qu'ils élaborent une offre conformément à leurs besoins. Mais je ne suis pas sûr, c'est Laurent Combe qui parle, mais je ne suis pas sûr que la vocation d'un centre de formation, qui a suffisamment de boulot sur ses équilibres internes, sur la qualité de sa prestation, sur la pédagogie qu'il va mettre en œuvre, sur les outils qu'il doit créer. Il a suffisamment de boulot là-dessus. Tout ce qui est le champ de la formation, c'est une compétence qui est décentralisée aux conseils régionaux. Donc la structuration de l'appareil de formation, là pour le coup, on n'est plus du tout dans une compétence État, de très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Autant la politique de l'emploi au sens large, elle ne sera pas décentralisée, on a un droit de regard, autant tout ce qui est apprentissage, formation professionnelle, formation continue, c'est une compétence exclusive du conseil régional. Ce qui ne nous empêche pas, en lien avec la région, de faire des choses pour adapter l'offre à la demande, faire des formations sur mesure ou qui n'existent pas, ou sur avoir quelque chose, ou deux mots de portée générale sur des secteurs d'avenir, d'identification sur lesquels il faudra adapter l'appareil de formation. On ne peut pas gérer d'un point de vue uniquement comptable. Si on écoute les administrations qui nous financent, je dirais qu'on doit s'en tenir à la gestion des diplômes de base et surtout ne pas penser croissance, ne pas penser obtention, création d'autres diplômes. Pourquoi? Parce que ça sort de leur cadre. Or, un directeur général d'un établissement comme le nôtre, il doit être là justement pour chambouler les cadres et dire eh bien, ce cadre-là est trop étroit, il faut qu'on envisage un autre cadre. Ça, c'est une question de rapport de force et on doit être aidé dans cette démarche par le conseil d'administration qui est mis en place et qui travaille grâce à des élus qui sont donc des politiques et qui ont pour objectif de prévoir les 3 ou 4 ans qui viennent pour l'établissement public qu'ils ont en tutelle. Le service public de l'emploi local, c'est une instance qui réunit de multiples partenaires, État, collectivités locales, centres de formation, banques, entreprises, Pôle emploi, où on va déterminer les priorités d'action sur le territoire pour mettre en adéquation l'offre et la demande d'emploi, avec des déclinaisons par filière, par catégorie d'âge des demandeurs d'emploi. Et on essaye de monter des actions pour résoudre le paradoxe que l'on rencontre quelquefois entre un chômage orienté à la hausse d'un côté et de l'autre des entreprises qui peinent à recruter, à trouver les compétences dont elles ont besoin sur le territoire. Je crois que vous avez tout compris, ou alors vous n'avez rien compris, ou je ne me suis pas bien exprimé, mais je ne vois pas comment on peut accompagner l'évolution du plateau marmandais, de la communauté d'agglos de Marmande et de son périmètre, si on n'est pas en capacité nous-mêmes de compter sur nos propres forces et de produire, entre guillemets, nos propres cadres, j'allais dire nos propres élites. C'est la raison pour laquelle la veille est importante. Il faut travailler dans le cadre de la formation continue au métier en veille. Il serait bien éclairé de remettre en place
les critères qui ont fait que nous avons été sans cesse en progression. Si l'offre de formation est le miroir de l'économie, cela signifie que les gouvernances économiques restent concentrées de manière générale sur des modèles économiques éculés datant des années 90 et refusent de basculer dans le XXIe siècle. Comment peut-on relancer la croissance, source de travail, de valeur ajoutée et génératrice d'emplois, par rapport à l'aspect structurel du tissu de l'emploi, faible niveau d'études, d'autant que les publics en difficulté et en échec scolaire ne cessent d'augmenter. Il existe entre la population en échec scolaire et le monde de l'entreprise une multitude d'organismes, une gigantesque nébuleuse qui oriente, forme, aide, conseille, mesure, mais dont les acteurs sont difficilement identifiables. Pour faire face à ce sauvetage, les institutionnels ont développé de nombreux outils qui suivent une logique de mutualisation des différents acteurs de l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Alors sur l'ensemble du territoire qu'on couvre, on a par an 2300 jeunes à suivi. Sur ces 2300, chaque année, on en a près de 900 nouveaux. Et ces 900 nouveaux qui arrivent chaque année, donc il y en a 70%, c'est des jeunes peu ou pas qualifiés, c'est-à-dire des jeunes qui ont quitté l'école en 3e, qui sont allés jusqu'à un BEP, parfois ne l'ont pas validé, parfois l'ont obtenu, mais un niveau de qualification qui ne leur permet pas forcément pour certains de s'insérer facilement sur le marché du travail. Une des difficultés qu'ont les publics jeunes qu'on reçoit, mais aussi les adultes et les jeunes scolarisés actuellement, c'est la connaissance des métiers, la connaissance des secteurs d'activité. Et je crois qu'il y a un travail très important à faire sur cette question de la connaissance des métiers. L'espace métier aquitaine qu'on va créer, 95% de ce qui va être fait dedans, c'est pas ce qu'on fait à la mission locale. C'est on va mutualiser, mettre en synergie les compétences des uns et des autres pour avoir une démarche où les publics, puisque là on va être sur le tout public, les publics pourront découvrir, se sensibiliser et après, s'ils le souhaitent, franchir le pas d'aller découvrir l'entreprise d'une manière ou d'une autre. C'est très compliqué de se retrouver dans le système de formation. Le système de formation est complexe, les métiers ne sont pas bien connus, donc il y a un travail à faire de proximité, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Et l'espace métier, c'est vraiment se rassembler autour d'un lieu commun et de mettre chacun un peu de notre action. Autre cas symptomatique de la situation du département, la reprise d'entreprises. D'ici 10 ans, 30% des entreprises seront à reprendre. Les outils d'accompagnement existent à profusion, alors que les transitions entre repreneurs et cédants réalisées avec succès sont faibles. C'est compliqué, pourquoi? Parce que, en fait, c'est un moment difficile, où le repreneur considère qu'il achète son avenir, ce qui n'est pas faux, et le vendeur, il vend sa vie. Et vous tombez sur des blocages que vous ne pouvez pas imaginer. Quand on parle de reprise d'entreprise, en fait, il y a plusieurs aspects. Notamment, le premier point, c'est le nombre d'entreprises qui est à reprendre. Alors, on parle toujours d'un nombre conséquent. Il y a pas mal de chefs d'entreprise qui vont prendre leur retraite. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les entreprises qui sont réellement à reprendre. Par essence, lorsque on veut vendre une entreprise, on ne va pas le crier sur les toits. Donc, la plupart du temps, c'est du bouche à oreille, c'est du confidentiel. On ne peut pas, le cédant, lui, ne va pas s'adresser à ses concurrents. Ensuite, les acteurs, proprement dit, il y a une multitude le secteur est atomisé et en fait, c'est pas structuré. Les chambres de commerce et d'industrie, ils ont des dossiers, mais ils n'ont pas suffisamment d'informations et les dossiers ne sont pas suffisamment construits et étudiés avant session. La plupart du temps, tous les contacts que j'ai eus, ça se limite à des bilans, c'est tout. Ma profession me permettait d'étudier des bilans, mais une entreprise, c'est pas que des bilans. Il y a d'autres éléments qui ne sont pas communiqués. Et les affaires en question, il faut passer par des apporteurs d'affaires qui, eux, vont être un petit peu plus regardants sur les dossiers. Néanmoins, il y a un coût qui peut s'élever à 30 000, 40 000 euros pour certaines affaires. Donc, le repreneur, ou c'est le repreneur qui a la faculté
de mobiliser des conseils, experts comptables, experts juridiques, avocats et autres, et le coût d'une reprise peut s'élever à des montants conséquents. Donc sur des affaires qui en valent le coup, je veux dire que ça s'amortit. Sur des petites affaires, lorsque si on a 100 ou 200 000 euros de fonds propres, après les banques sont de plus en plus regardantes. Aujourd'hui, elles exigent des fonds propres importants. Donc tous ces conseils, finalement, ça finit par limiter le montant de la reprise. Le sous-préfet sur la partie emploi, développement économique, développement territorial a un rôle de facilitateur et un rôle important de conseil sur, encore une fois, la recherche de financement et aide les collectivités à mobiliser des outils tels que les fonds européens, le contrat de plan État-région ou tous les outils de la Banque publique d'investissement ou de la Caisse des dépôts et consignations. Au moment où j'ai repris, je reprenais une entreprise en difficulté. Donc la BPI, normalement, elle a un catalogue d'aides pour les entreprises qui est très bien. Mais dès l'instant que vous n'avez pas passé le cap des 3 ans de reprise d'une entreprise en difficulté, vous avez droit à rien. Pour arriver à trouver un partenaire financier, ça n'a pas été simple. Surtout que j'annonçais la couleur dès le début en disant voilà, c'est un site qui a été pollué. Alors déjà, vous en faites partir. Mais il ne faut pas partir de travers. Hein. Je préfère que les gens qui m'ont fait confiance, ils me fassent confiance jusqu'au bout. Et donc parmi les banquiers, j'en ai vu 6. Il y en a un seul qui a bien voulu prendre des risques. La volonté, c'était quand même de faire en sorte qu'on ne travaille pas sur un site sensible. Donc, j'avais la volonté de dépolluer, mais pas dans des montants jusque ça pouvait nous engager. On nous a annoncé jusqu'à 400 000 € de dépollution de sol. Donc, on en a eu pour moins cher quand même, mais je l'ai fait. Voilà. Et là, on peut dire que j'ai eu de l'aide. Enfin, quand je dis de l'aide, c'est pas sonnante et trébuchante. C'est de l'aide vis-à-vis du sous-préfet. De M. Beauvais, quelqu'un qui a été très actif dès le début, dès que j'ai annoncé ma candidature à la reprise. Et il m'a facilité la tâche en organisant des réunions avec l'Adréal, de façon qu'il y ait un dialogue constructif avec l'Adréal pour pouvoir sortir par le haut. Il n'était pas question de fermer les yeux sur le fait qu'il y a eu une pollution. Donc il fallait faire des choses, on les a faites, on s'est engagé. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur un site sur lequel j'ai plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et puis je peux me concentrer sur l'activité principale de l'entreprise. Ce qui fonctionne le moins bien, c'est la petite entreprise. Parce que c'est là où on a le plus souvent des confusions entre les patrimoines de l'entreprise et le patrimoine personnel. Et je pense sincèrement que c'est un vrai problème d'éducation, un vrai problème de formation avec les chefs d'entreprise sur lesquels il faudrait enfin, moi je vois les travaux, certaines de la chambre consulaire sont en train de faire du travail tout à fait important là-dessus. Vous assurez la formation sur la représentation? Alors on a eu fait, bon là on a eu fait notamment avec le Conseil général pour des très micro-entreprises. Aujourd'hui non, on ne fait plus de formation sur le sujet. Par contre on forme des repreneurs qui sont dans la phase de reprise, oui, dans une formation qui s'appelle Campus Dirigeant. Et on pourrait faire, si vous le souhaitez, l'identifier, en faire témoigner. On pourrait peut-être. Mais ils sont souvent là, ils ont repris finalement. Imaginez un ballon au milieu d'un champ. À sa vue, des enfants, des adultes viendront, s'organiseront pour créer 2 équipes, improviseront des caisses et s'auto-arbitreront pour assurer le bon déroulement de la partie. A l'inverse, imaginez un beau stade, des tribunes présidentielles, 2 équipes avec de beaux maillots, 3 arbitres de niveau international, mais pas de ballon. La partie ne pourra pas se jouer. Notre économie est à l'image de cette deuxième parabole. Nous avons tous les outils nécessaires pour créer et accompagner les entreprises du territoire dans leur développement, mais les gouvernances économiques ont omis de mener une vraie réflexion sur ce qui compose l'échange essentiel entre les entreprises, à savoir les marchés.
Mon analyse, c'est juste qu'on n'a pas de vision globale, on n'a pas de vision territoriale. Dans les départements ruraux, et c'est là où on va être peut-être en conflit quand il y aura la métropole bordelaise qui va voir le jour par rapport au département. Et je crois que les départements ruraux, eux, ils ont un vrai rôle à jouer. On a une économie qui est une économie capitaliste. Ça veut dire que globalement, bon, on s'en aperçoit, hein, quand il y a une société qui marche très très bien, elle est rachetée par un groupe financier qui marche très très bien, qui appartiennent en général à des fonds de pension, ou à des banques, ou à des gens qui sont très très riches. La problématique, c'est qu'en Lot-et-Garonne, on a peu de gens qui drainent l'économie. Donc, globalement, en fait, les richesses créées en Lot-et-Garonne quittent le Lot-et-Garonne. Donc, le but du jeu, c'est de créer de la richesse, aussi petite soit-elle, mais qui reste en Lot-et-Garonne. Ça, c'est un élément important, c'est un élément moteur. Puisqu'en fait, on s'aperçoit que, au gré des acquisitions de très grosses boîtes, ben, le dirigeant partant, les nouveaux dirigeants sont des groupes financiers. Ces groupes financiers sont basés à Paris ou dans des villes de plus grande importance. Et en fait, toute la richesse créée par ces sociétés quitte le territoire. Voilà. Mais dans tous les domaines, hein, puisqu'en fait, on arrive, on commence à structurer, donc en fait, c'est telle personne qui va intervenir, même s'il fait plusieurs kilomètres, mais ils ne permettent pas le développement de l'économie circulaire, le développement de l'économie en Lot-et-Garonne. Donc en fait, ces regroupements d'entreprises qui existent là depuis plusieurs années, qui sont le fait de l'économie telle qu'elle est actuellement, je pense sont venus faire du mal au Lot-et-Garonne. Et je crois qu'il faut réinventer des systèmes d'économie sur lesquels les collectivités locales investissent. Puisqu'en fait, ces groupes financiers viennent assécher le Lot-et-Garonne, mais ne viennent pas investir obligatoirement dans le Lot-et-Garonne. On voit très très peu d'investissements qui arrivent du Lot-et-Garonne, ou quand ces investissements arrivent, c'est à grand coup de subvention, et ça dure quelques années. Donc autant utiliser cet argent et créer nous-mêmes une activité qui peut ramener de l'argent au territoire. Nous avons, en tant que responsables politiques, à favoriser le développement de filières et à accompagner ces filières-là. Et ne pas se contenter de ce qui existe. Les initiatives, à mon avis, doivent être locales et elles doivent être portées par le local. Encore faut-il trouver les personnes ressources en capacité de monter ce type de projet-là. Aujourd'hui, si on n'a pas un appui, un véritable appui en ingénierie, on n'arrivera pas à développer les structures. Je pense que tout le monde est conscient des problèmes économiques du département. Nos politiques sont conscients du problème économique qu'il existe dans le département. Je pense qu'il doit y avoir un chef de file. Je ne sais pas qui peut être ce chef de file, si c'est le conseil général, si c'est des communautés d'agglomération, si c'est la chambre de commerce et d'industrie, si c'est la chambre des métiers, mais à un moment donné, il faut prendre un axe de développement stratégique. Aujourd'hui, on a une définition assez peu précise des missions de chacun des acteurs économiques et des acteurs publics. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce manque de lisibilité est un frein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi et qui doit faire quoi. Et le vrai souci, à mon avis, c'est celui de la gouvernance. Et une gouvernance qui dépasse le stade des intentions et qui passe à l'action. Aujourd'hui, sur le territoire, on est dans les intentions. Et elles sont toutes bonnes, elles sont toutes positives, mais il faut agir maintenant.